Alors, à vous la parole, Monsieur le maire, pour le mot des élus, pour environ une quinzaine de minutes, après quoi nous allons suspendre pour passer au conseil spécial sur le budget 2020. Merci, Monsieur Giroux. Monsieur Gros. Donc, évidemment, c'est avec beaucoup de fébrilité que je débute la présidence de ce premier conseil d'arrondissement, mon premier à vie. À titre d'information, j'ai été assermenté le 17 octobre dernier, donc ça fait 2 semaines que je suis officiellement maire du plateau Mont-Royal. D'entrée de jeu, je tiens à remercier évidemment les électrices et les électeurs qui m'ont donné leur confiance lors de l'élection partielle du 6 octobre. Je l'ai fait sur les médias sociaux, mais je veux le faire aussi formellement ce soir. Donc, je veux à la fois remercier et féliciter les 2 autres candidats à l'élection, dont Marc-Antoine Desjardins, qui est ici présent, et M. Jean-Pierre Sarraz. Donc, je les remercie pour cette participation-là démocratique. Les débats se sont faits toujours dans le respect. On était beaucoup sur les idées, les propositions. Et d'avoir des différents candidats, ça permet aux citoyens et aux citoyennes d'avoir des choix, des options différentes. Donc, il y avait des options et des visions fort différentes dans cette élection-ci. Donc, voilà, on doit reconnaître qu'avec 67 % du vote, je prends pour acquis que c'est un mandat qui est assez fort. Un mandat fort et clair, un mandat clair pour la continuité en matière de verdissement, d'apaisement de la circulation, d'aménagement favorable au transport actif, le déplacement à pied, à vélo et en transport en commun. Un mandat clair pour la transition écologique sur le plateau et à Montréal. Je l'ai dit tout au long de la campagne. La transition écologique, c'est la raison principale pourquoi j'ai décidé de me lancer dans cette course à la mairie du plateau. Les résidents du plateau veulent qu'on agisse maintenant, pendant qu'il est encore temps. Un mandat clair pour l'accès à des logements pour toutes et tous dans le plateau, c'est une des préoccupations principales que j'ai portées. Donc, ça veut dire de poursuivre notamment le travail contre les logements touristiques illégaux et de saisir toutes les occasions qui vont se présenter pour construire des logements sociaux et abordables. Un mandat clair aussi pour le développement économique local et la vitalité de nos artères commerciales. À cet effet, nous pourrons déjà ce soir faire état de nos premières actions en ce sens. On va présenter un peu plus tard une motion qui vise à annoncer la simplification de notre règlement d'urbanisme pour les commerces. Et on va aussi, dans le conseil spécial, dans quelques minutes, présenter le budget qui prévoit une baisse de la tarification des terrasses sur chaussée, qui était aussi un engagement électoral et une demande des associations de commerçants. Donc, je profite aussi de l'occasion, parce qu'on parle des artères commerciales, de souligner le départ de la bijouterie J. Omer Roy, qui est présente, qui est née en octobre 1919 sur l'avenue du Mont-Royal. Même si elle a déménagé, elle a toujours été pendant 100 ans sur l'avenue du Mont-Royal. Elle ferme ses portes parce que le propriétaire actuel n'a pas de relève. Ses enfants n'ont pas décidé de continuer le travail, ont décidé de faire autre chose. Donc, il met fin à ses activités. C'est un enjeu pour tout le Québec, la relève d'entreprise. On est en présence d'une génération d'entrepreneurs qui n'ont pas de relève. Donc, c'est un défi qu'on a et c'est ce qui explique la fermeture de cette bijouterie-là. Donc, c'est un grand honneur pour moi d'assumer la mairie du Plateau pour les 2 prochaines années. Je m'engage à donner le meilleur de moi-même et à toujours prendre les décisions en fonction de l'intérêt collectif. Je m'engage à être à l'écoute de tous les citoyens, mais j'attendrai jamais d'avoir l'unanimité pour prendre des décisions, sinon on ne fera jamais rien. L'orientation politique de cette équipe est claire et assumée, et elle a un très large appui dans la population. C'était vrai il y a 2 ans, l'élection générale, avec un appui de plus de 2 tiers des votes, et c'est vrai à mi-mandat, avec un appui de 67 %. Donc, on a un appui populaire fort, et on va continuer à travailler dans le sens de nos orientations. Je vous souhaite une bonne assemblée. Et je passe maintenant la parole aux conseillères et conseillers qui vont aussi faire le mot des élus. Et éventuellement, on va être interrompu, j'imagine. Donc, Marianne? Merci. Merci beaucoup, Monsieur le nouveau maire. Bienvenue. Je vais vous parler du point 30.04 que nous allons adopter
plus tard pendant le conseil. Il s'agit d'une demande. En fait, on dépose 5 demandes pour recevoir des subventions, recevoir une aide financière. C'est le ministère des Transports du Québec qui a un programme appelé, je vais vous le dire, l'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains. Donc, on dépose à ce programme-là pour aller chercher des sous. C'est vraiment des projets que l'on propose sont vraiment calqués en phase avec les critères. Donc, on a bon espoir que ça devrait fonctionner. Si ce n'est pas pour la totalité, au moins pour quelques-uns. Donc, il s'agit d'un projet dont on parle depuis longtemps, le réaménagement géométrique de la rue Gautier, entre Papineau et Delorimier. Le réaménagement de 3 intersections de la rue Mont-Royal, celle avec Cartier, Fabre et Garnier. Un projet de réaménagement géométrique aussi sur la rue Bienville, entre de Mentana et Saint-Denis. Et le dernier, c'est celui de l'aménagement permanent des terrasses Roy, donc sur la rue Roy, dans le coin de Bullion. Donc, on est confiant de pouvoir aller chercher de l'aide financière pour réaliser ces projets-là, qui sont programmés quoi qu'il arrive, mais qui pourraient nous revenir beaucoup moins cher si on a l'appui de Québec. Voilà. Alors, moi, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer ce soir concernant des mesures qui viennent tout juste d'être implantées pour sécuriser l'intersection de l'avenue de l'Esplanade et de l'avenue du Mont-Royal. Si vous connaissez cette intersection, vous savez qu'il s'agit d'une intersection un peu chaotique, avec de nombreux automobilistes de transit qui roulent vers le nord sur Esplanade et qui effectuent des virages à gauche souvent et qui entrent souvent en conflit avec les piétons et les cyclistes plus nombreux qui traversent eux aussi l'avenue du Mont-Royal à cet endroit. Alors c'est justement en raison de ces conflits que cette intersection a fait l'objet de nombreuses plaintes de la part des citoyens à travers les années. À la suite d'une étude et des recommandations par nos services, nous avons adopté à la dernière séance du conseil d'arrondissement du plateau Mont-Royal une ordonnance établissant le virage à droite obligatoire depuis l'approche sud de l'avenue de l'Esplanade pour les automobilistes. Et depuis quelques jours, cette nouvelle signalisation est en vigueur. Des pots de fleurs et des panneaux ont également été installés et du marquage a été peint sur l'asphalte afin de bien séparer les piétons et cyclistes d'une part et des automobilistes de l'autre. Il n'est donc plus possible pour les automobilistes roulant vers le nord sur Esplanade de tourner à gauche sur l'avenue du Mont-Royal en direction de l'avenue du Parc. Du coup, on réduit de manière importante les conflits entre les automobilistes, les piétons et les cyclistes à ce corridor de transport actif important. Je veux vous rassurer que ce changement a été mûrement réfléchi. Des comptages ont été effectués par nos services et qui ont démontré qu'il y a 3 fois plus de cyclistes qui traversent l'avenue du Mont-Royal à cette hauteur et un peu plus de 2 fois plus de piétons que d'automobilistes qui effectuent un virage à gauche. C'était donc logique de séparer ces flux de circulation en redirigeant les automobilistes vers l'est tout en permettant les cyclistes et les piétons de continuer de traverser la rue à cet endroit. Un autre effet de ces changements devrait être de réduire le volume de circulation de transit sur la rue Rachel, entre Saint-Urbain et Esplanade, et sur l'avenue de l'Esplanade, le long du parc Jeanne-Mance, entre Rachel et l'avenue du Mont-Royal. Ça, c'est positif parce que nous avons, moi en particulier, j'ai reçu beaucoup de plaintes concernant tant le volume que la vitesse de la circulation de transit sur ce tronçon de rue résidentielle le long du parc Jeanne-Mance. Depuis l'implantation de ces nouveaux aménagements, j'ai pu remarquer des changements positifs à l'intersection elle-même. Alors, je tiens à féliciter nos services et particulièrement l'équipe des études techniques menées par Benoît Mallette pour avoir si bien analysé cette intersection et développé cette solution novatrice qui semble déjà porter fruit. On va garder ces aménagements à l'œil. Il n'est pas exclu, dans un deuxième temps, d'installer un feu de circulation aussi à cette intersection, possiblement déplacer le feu de circulation qui se trouve à l'intersection de la rue Jeanne-Mance, qui est peu respecté en ce moment, pour le ramener où on trouve le plus grand flux de piétons et de cyclistes.
Mais bref, déjà, on a obtenu une nette amélioration de la sécurité de cette intersection. Alors, coin de rue par coin de rue, on continue à sécuriser les intersections du plateau Montréal. Merci. Merci, Alex. Merci. Tout d'abord, félicitations et encore une fois, bienvenue à bord, Monsieur le nouveau maire. Je peux vous dire qu'il est déjà, ça fait juste 2 semaines, il est déjà bien en selle, il essaie de prendre tous les dossiers, de se plonger dedans et je peux vous dire qu'il est très, très sollicité, tout le monde veut y parler. Donc, merci et bienvenue à bord. J'aimerais aussi vous remercier d'avoir souligné les 100 ans de la bijouterie Guillaume Roy qui annonçait ce week-end sa fermeture. Je vous invite à aller faire un petit tour et aller saluer cette entreprise familiale qui s'est vraiment, on a transmis les connaissances de père en fils depuis 1919. Et il y a un petit musée à l'intérieur. Ils ont gardé plein d'archives, des photos d'archives, mais aussi des outils qu'ils utilisaient pour travailler les bijoux, également des espèces de petits écrins qu'ils ont gardés d'époque. Alors, ça vaut quand même la peine. Alors, saluer ce bon travail à la bijouterie et puis en même temps, vous rincer l'œil, regarder cette histoire, ce pan d'histoire qui va disparaître d'une certaine façon, mais qui va sûrement rester dans nos archives à quelque part. Alors, moi, j'aimerais ce soir vous parler du point 4002. C'est un avis de motion et une adoption de premier projet de règlement afin de simplifier et d'harmoniser les usages autorisés sur les artères commerciales principales et quelques artères plus locales. Ça vise, entre autres, à enlever certaines exceptions qui étaient propres à certaines artères, alors qu'elles avaient un cadre bâti quand même assez similaire. Donc, ça pouvait être un petit peu, un peu étonnant là, de voir que ce qui était permis à un endroit ne l'était pas à l'autre et vice-versa. Donc, il y a une présentation qui va être faite aux différentes SDC cette semaine. D'ailleurs, j'aimerais mentionner qu'elles ont contribué, les sociétés de développement commercial ont contribué à l'élaboration de ce changement réglementaire. Ça fait partie, entre autres, on répond à des demandes historiques des SDC, des artères commerciales, et donc on va leur présenter ça. Et il y aura une présentation aussi publique, une assemblée publique qui aura lieu à l'arrondissement le 20 novembre. Donc, si vous avez envie de vous investir aussi dans ces changements réglementaires et d'en comprendre un petit peu plus les tenants et aboutissants, je vous invite à venir nous voir. C'est à partir de 18h le 20 novembre. Merci. Alors, moi, c'est pas tous les jours qu'on vous parle un peu de mandat qu'on a à la Ville-Centre, au conseil municipal, même que si tout le monde ici occupe différentes tâches, différents mandats. À la présidence de la Commission sur le développement économique et le développement urbain et de l'habitation, bon, nous allons étudier la question des locaux commerciaux. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que je sais que c'est un sujet qui est très attendu, préoccupant pour les gens du plateau Mont-Royal, pour les gens du Miglin. On l'a vu par les dernières activités qu'il y a eu sur la rue Bernard-Saint-Viateur. Mais sur l'ensemble du plateau, c'est assez préoccupant. Fait que ce mandat-là qu'on avait demandé, nous, quand à l'époque on était dans l'opposition, que cette commission-là étudie ce dossier-là, ben, c'est maintenant le temps. Donc, on a travaillé fort sur des pré-consultations. On remercie beaucoup les SDC, et notamment les SDC du plateau Mont-Royal, qui ont contribué à faire avancer, à préparer justement la consultation à venir. La consultation va commencer le 10 décembre. D'ici quelques semaines, il va y avoir des documentations en ligne sur la page de la commission du conseil municipal. Et le 10 décembre aura lieu la présentation de ce dossier-là et on laisse 1 mois aux différents acteurs, citoyens, commerçants, à déposer une mémoire. La façon que les commissions se passent, les consultations en commission, c'est qu'il y a des dépôts de mémoire, les gens peuvent venir les présenter. Mais le fait nouveau dans cette commission-ci, c'est qu'avec le service de développement économique de la Ville de Montréal, on a décidé de faire 3 autres types de consultations, en plus de la classique des dépôts de mémoire et présentations de mémoire en commission. C'est-à-dire, il y aura aussi un sondage. Parce qu'on s'est dit, ce type de sujet-là, c'est pas évident pour tout le monde de se déplacer. Les citoyens, clients des artères commerciales, mais aussi des commerçants eux-mêmes avec des horaires très chargés.
Donc, un sondage en ligne. Il y aura aussi localement des focus group dans les arrondissements qui sera organisé, soit par des SDC, soit par les commissaires de développement économique qui sont dans les arrondissements. Et à la fin, sous invitation, il y aura des ateliers aussi avec des focus group sur les propriétaires, les commerçants, les clients, etc., pour un peu qu'on ait le maximum d'informations possibles et pour que les commissaires puissent par la suite faire les meilleures recommandations qui devraient être terminées au mois de mars prochain. Alors voilà, je vous remercie. Je continue. Allez-y, Si c'est on commence. oui. Bon, bonsoir. Bienvenue à vous tous. Bienvenue, Monsieur Ravoin. J'ai 2 points à vous parler aujourd'hui. Allô? Oui, on t'entend. Oui? Ah, bon. Le premier, c'est, je veux bien dire les noms de l'entente dont on va parler. C'est bien l'entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiative sociale dans le cadre des Alliances pour la solidarité, plus connu des fois comme lutte contre la pauvreté et exclusion sociale. C'est une entente entre la Ville et le ministère du Travail, Emploi et Solidarité sociale. Donc, en 2018, on a signé une nouvelle entente pour la période 2018-2023. Et en 2019, on a revu la méthode de répartition qui va toucher les 19 arrondissements. Historiquement, le plateau Mont-Royal recevait une enveloppe de 127 000 et quelques sous chaque année. Et puis, avec cette nouvelle méthode, on va passer à recevoir de cette année jusqu'à la fin de l'entente, c'est-à-dire 2023, 394 000 et quelques sous. Donc, je tiens à le souligner parce que je pense que ça vient évidencier, oui, non, et ça vient mettre en lumière une revendication du milieu, des citoyennes et de nous-mêmes. On sait que la réalité du plateau change, qu'on a des défis, au niveau de l'itinérance, au niveau, comme tout à l'heure notre collègue parlait, au niveau de l'habitation, ainsi que quant à la sécurité alimentaire, pour nommer quelques-unes. Donc, je tiens à souligner que, encore une fois, on va commencer à avoir une augmentation de cette enveloppe significative. Et donc, à partir de demain, on va commencer l'appel de projet qui va être ouvert jusqu'au, je ne vais pas me tromper, 17 janvier. Et, entre les nouvelles aussi, il y a un point que je trouve très, très intéressant parce qu'on va pouvoir répondre aux demandes aussi du milieu, de pouvoir présenter des projets pour 1 année, 12 années ou 3 années. On va essayer de garder à chaque année un 25% pour des nouveaux projets. Mais ça, c'est aussi une demande du milieu. Monter un projet, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Devoir les représenter à chaque année, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Et on pense que pour pouvoir aller présenter des projets qui vont s'attaquer à la cause ou à la conséquence de la pauvreté, de l'exclusion sociale, mais il faut se donner la chance de pouvoir financer des projets structurants, et c'est ça qu'on souhaite recevoir dans cet appel de projet, qui va s'adresser à tout OVNL qui travaille sur le territoire du plateau Mont-Royal, qui ouvre dans notre territoire. Et je ne vais rien oublier comme information. De toute façon, demain, vous allez tout trouver dans notre site Internet. Et oui, il y a une autre nouveauté, c'est que nos services, évidemment, on fait des séances d'information. On va avoir 2, une en début de matinée, en après-midi, mais on va avoir, selon des demandes de différents organismes, la possibilité d'avoir des rencontres individuelles. Ça demande encore une fois beaucoup d'efforts, faire toute la présentation de ces projets. Donc, au besoin, les organismes vont pouvoir faire cette demande. Et je tiens à signaler encore une fois que l'appel de projet est ouvert à tous. Donc, on est, en tout cas, moi, je pense que notre collègue, on est tous ravis de voir cette enveloppe augmenter de façon significative pour pouvoir mieux répondre aux besoins de la population. Mon 2e point touche les chalets lauriers.
Vous savez, depuis cet été, on a développé un partenariat, un projet pilote avec la Relance Tout Neuf, plus connu sinon comme le Centre Saint-Denis, où on a commencé à accueillir les familles, les jeunes, dans un espace très relax pour échanger, pour que les gens puissent aller lire, jouer, et on prêtait le matériel. Puis ce projet devait se finir là. Mais on avait tellement une demande de pouvoir poursuivre avec ce projet qu'on va l'étendre jusqu'à fin mars 2020. Et donc, on est ravis. Les chalets Laurier va être ouvert les lundis, mercredis et vendredis en avant-midi, de 9h à midi. Et la fin de semaine, samedi et dimanche, de 9h à 17h. On a vu le 26, le samedi 26, on a eu une belle activité pour souligner les Halloween. On espère avoir aussi une belle activité pour souligner Noël. Donc, on vous invite à aller chercher les informations, à aller visiter les chalets Laurier, parce que c'est un espace qu'on continue à réfléchir. C'est un projet en évolution. Donc, on est ravis de voir que ça répond aussi aux besoins des plus jeunes, des familles, des écoles, des garderies qui vont s'approprier de cet espace-là. Merci. Merci. Monsieur le maire, nous allons suspendre la séance ordinaire pour ouvrir la séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal du 4 novembre 2019 et portant exclusivement sur le budget 2020. Alors, il est 19h21. Alors, je vous cède la parole à nouveau pour, cette fois-ci, la présentation du budget 2020. OK. Donc, j'y vais avec l'adoption de l'ordre du jour en premier? Ou je présente Faire la le budget? présentation, Je fais la quitte présentation. à faire l'adoption de l'ordre du jour par la suite. Donc, il y a 2 semaines, quand je suis entré en fonction, bien, il y avait un dossier prioritaire, c'était le budget. Parce qu'on devait adopter le budget ce soir. Donc, je vais vous le présenter sommairement et ensuite, il y aura une période de questions. Donc, vous allez pouvoir venir directement au micro. Vous n'avez pas à vous inscrire à la période de questions. Là, on pourra répondre à vos questions. Donc, je me lance. Ce soir, on adopte le budget de fonctionnement. Donc, il y a un peu plus d'1 mois, on a adopté le programme triennal d'immobilisation. Donc, le budget de fonctionnement, ça sert à payer les activités courantes de l'arrondissement, notamment les salaires, l'achat de nos biens et services, les contributions financières, alors que le programme triennal d'immobilisation sert à payer les infrastructures, les investissements qui sont immobilisés, par exemple le programme de réfection routière, par exemple les saillies de trottoir, quand on réaménage un parc, quand on aménage des ruelles vertes ou qu'on rénove des chalets de parc, c'est des investissements, ce n'est pas du fonctionnement. Là, ce soir, ce que je vous présente, c'est vraiment le budget de fonctionnement, les heures d'ouverture de la piscine, la bibliothèque, vraiment le fonctionnement régulier des services de l'arrondissement. Si vous regardez, vous voyez donc à quoi sert le budget, vous voyez nos sources de financement. Dans les sources de financement, il y a une partie de l'argent qu'on a qui sont des transferts de la ville-centre, qui compte pour 64 de notre budget, l'argent qui est transféré de la ville-centre. Il y a la taxe locale. La taxe locale compte pour 19 de l'ensemble de nos revenus. Et il y a les revenus de sources locales qui sont les permis, les demandes d'analyse quand il y a des travaux, des demandes de permis, l'occupation du domaine public comme les terrasses par exemple, les vignettes journalières, mensuelles, annuelles, les locations, on loue des locaux, et les inscriptions aux activités sportives quand les gens payent pour s'inscrire aux activités. Ça, c'est l'ensemble de nos revenus de tarification locale qui compte pour 16 de notre budget total. Le cadre juridique, bien, les transferts sont... Ah oui, c'est ça, je l'ai là et là. Les transferts budgétaires sont déterminés par la Ville-Centre, donc c'est elle qui détermine combien elle nous transfère, la Ville-Centre. Le conseil d'arrondissement, on doit déposer un budget équilibré, on n'a pas le droit de faire de déficit. Si jamais on fait des surplus, bien, on peut les utiliser comme on décide de les utiliser. Il n'y a pas de règle particulière. Et si jamais on faisait mal nos prévisions budgétaires ce soir, ce qu'on ne veut pas,
on devrait, en conseil d'arrondissement, adopter une taxe spéciale pour arriver à l'équilibre. Donc, c'est pour ça que ce qu'on vous présente, c'est un budget qu'on pense qui est le plus réaliste possible, parce qu'on ne veut surtout pas arriver en cours de route pour annoncer qu'il faut une taxe spéciale. Donc, le contexte. C'est important de comprendre, bon, il y en a qui suivent depuis... Wow, je suis égal à moi-même. Je parle avec mes mains, donc c'est très dangereux. Ça fait 5 ans que l'arrondissement subit ce qu'on appelle la réforme du financement des arrondissements. Pour le plateau Mont-Royal, la réforme du financement des arrondissements, ça veut dire des coupures systématiques à chaque année de 780 000 par année pendant 5 ans. Sur 5 ans, ça fait 4 millions. Ça fait 4 millions de moins dans notre budget aujourd'hui qu'il y a 5 ans. C'est un élément de contexte important que vous sachiez. Deuxième élément, nous, on ne détermine pas les transferts de la Ville-Centre, c'est la Ville qui détermine les transferts qu'elle fait aux arrondissements. Et on a, comme contexte, pour 2020, on nous indexe notre budget à 1 %, ce qui est en dessous de l'inflation. Juste les salaires des employés augmentent, grosso modo, là, à l'inflation autour de 2 %. Pour nous, ça veut dire une dépense de plus de presque 900 000 par année. Quand on est indexé à 1 %, il nous manque donc, évidemment, de l'argent pour boucler le budget. Nos revenus de source locale plafonnent. On a étendu les zones de vignettes partout dans l'arrondissement. Il nous reste encore les vignettes mensuelles qui vont être déployées à l'ouest du plateau. Elles existent, elles sont déjà actives à l'est, mais à un moment donné, les revenus plafonnent parce que, notamment, le plateau est déjà bâti. Donc, nous, on n'est pas comme dans le sud-ouest avec Griffintown, où il y a des grands projets de développement qui génèrent des revenus en termes d'analyse, de permis, ou dans Côte-des-Neiges-NDG avec les grands projets de développement. Nous, on n'en a pas de grands projets de développement. Donc, nos sources de revenus sont très limitées et elles plafonnent rapidement. Et, bon, évidemment, la croissance annuelle des coûts de main-d'œuvre, les salaires augmentent à plus de 1 %. Donc, c'est le contexte. Je n'ai même pas besoin de changer, ça change tout seul. Donc, c'est formidable. Donc, voilà des éléments de contexte. Quand même, important de vous dire qu'avec 2020, la réforme du financement des arrondissements a arrêté. C'est-à-dire qu'on ne nous coupera pas 780 000 en 2020, donc les coupures sont terminées. C'est quand même une bonne nouvelle. Et on commence à réinvestir dans les arrondissements. Donc, on a un 350 000 de plus qui s'ajoute, mais avec une indexation à 1 %. Donc, on peut dire que on pourrait penser que le pire est passé et on a de l'espoir et on va continuer nos représentations pour bien faire valoir les besoins de l'arrondissement pour maintenir notre niveau de qualité de service. Donc, nos choix dans ce contexte, on veut évidemment respecter les priorités politiques et citoyennes. Donc, on prend des engagements quand on va devant les électeurs en campagne électorale. On veut être en mesure de respecter nos engagements. On a décidé de rationaliser nos dépenses. Donc, cette année, en 2020, on va couper, je vais vous le dire, vous allez le voir plus en détail tout à l'heure, là, je vous le dis à mesure quand même, on rationalise les dépenses, c'est-à-dire qu'on va couper 700 000 $ dans nos dépenses. Donc, il n'y a plus vraiment de place pour couper, pour être bien honnête avec vous. Donc, on coupe 700 000 encore, mais il n'y a plus de place et on espère que ça va être la dernière année qu'on doit couper dans les dépenses. On restructure les opérations, c'est-à-dire qu'on a entrepris des démarches, notamment au niveau de l'émission des permis. Donc, on fait des analyses de performance pour être sûr qu'on est capable d'être le plus efficace possible. Donc, notre système d'émission de permis est amélioré, plus efficace, plus rapide. On a aussi, je dis « on », mais j'y étais pas, réorganisé certaines équipes pour toujours tenter d'être le plus efficace possible parce qu'on n'a pas le choix. On a des ressources vraiment très limitées. On veut absolument maintenir le niveau de service aux citoyens. Donc, ça, c'est un engagement qu'on a. On veut maintenir la hausse de la taxe relative aux services, ça, c'est la taxe locale, au niveau de l'inflation. C'est un engagement qui a été pris par la mairesse de Montréal. C'est un engagement qu'on veut respecter, donc de limiter la taxe à l'inflation, 2 %.
Et comme choix dans ce contexte, on a aussi décidé d'augmenter nos revenus de source locale. Donc, vous allez le voir dans le détail, mais les revenus de source locale, je vous le rappelle, c'est les permis, c'est le stationnement, c'est la location, c'est l'ensemble de nos revenus autonomes. Donc, pour aller plus en détail, si vous regardez la colonne cadre financier initial, ça, c'est ce qu'on reçoit. Puis là, je regarde du côté de la direction parce que si je dis quelque chose qui n'est pas correct, ils vont me le dire parce que c'est important que vous ayez la bonne information. Donc, le cadre financier initial, cette colonne-là, c'est ce que l'arrondissement reçoit à la fin juin de la Ville. On dit, voici votre cadre financier. Donc, 55 904 000, ça c'était le budget 2019. Vous avez des obligations contractuelles et légales, donc la grande partie, c'est les conventions collectives là-dedans et quelques contrats. Donc, ça fait des dépenses de 56 766 000. Financement, voici les transferts qu'on propose de la Ville-Centre, 36 577 000. Vous aviez 10 056 000 en taxes locales, donc c'est ce qu'on avait en 2019. Vous aviez en 2019 8 088 000 en revenus locaux, donc ça fait 54 723 000 de revenus. Donc, il manque 2 millions. Et c'est là qu'on entre en scène. Qu'est-ce qu'on fait quand il manque 2 millions? Une des choses qu'on pourrait faire, 2 millions, pour vous donner un indice sur la taxe locale, qu'est-ce que ça veut dire? 1 de taxe locale, c'est 100 000 dans le plateau. Donc, si on va aller chercher 2 millions, on pourrait augmenter la taxe locale à 20 ça ferait 2 millions. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on fait. Donc, il y aurait plus de monde ce soir. Donc, voici la proposition budgétaire que vous avez à droite. Donc, en fait, c'est les chiffres qui ont été ajustés parce qu'entre le mois de juin et le jour où on fait le budget, il y a des ajustements, des corrections, etc. Donc, les vrais chiffres, vous les avez, là, 55 904, c'était le budget 2019, il n'a pas changé. C'est toujours le budget qu'on a, qui est en cours. Nos obligations légales et contractuelles sont de 873 000. On a un ajustement. Il y a plusieurs petites modifications entre ce qu'on doit payer à la Ville-Centre, ce qu'elle nous redonne. Il y a des petits ajustements, mais le gros morceau de l'ajustement corporatif, c'est la Ville-Centre, c'est la prise en charge par la Ville du loyer du YMCA du parc de 1,4 million. Donc, la Ville gère maintenant ce bail-là. Donc, on n'a plus à payer le 1,4 million du bail du YMCA du parc, mais on ne reçoit plus 1,4 million de la Ville pour payer. En fait, c'est juste sorti du budget de l'arrondissement, ce qui fait qu'on a un plus petit budget parce qu'on n'a plus cette dépense-là. Et la rationalisation de nos activités, quand je vous disais les coupures qu'on fait, donc le chiffre exact, c'est 673 000. Donc, pour aller chercher le 2 millions, on coupe 673 000 de dépenses. Un budget, c'est assez simple. Hein? Il y a des revenus, des dépenses, puis à la fin, il faut que ça donne 0. Donc, pour arriver à 2 millions, on coupe 673 000 de dépenses. On augmente l'espace fiscal, c'est la taxe locale, de 2 %. Donc, ça nous fait 200 000 de plus. Et là, vous allez voir que 10 056 plus 200 000, ça ne fait pas 2 257 parce qu'il y a environ 30 000 qui est un retour qu'on a de la Ville-Centre pour la croissance de la valeur immobilière. Donc, ils nous envoient, eux, un montant, donc ce n'est pas dans la taxe locale. La taxe locale qu'on met à 2 %, c'est vraiment 200 000 sur le 2 millions qui nous manque. Et le revenu de sources locales, là, on augmente nos revenus de sources locales de 427 000. Donc, on pense que, bon, il y a quand même, on n'a pas des grands projets de développement, mais il y a beaucoup de travaux en ce moment sur le plateau. Les gens rénovent, font des analyses, des demandes de permis. Donc, on pense qu'on va avoir un peu plus de revenus à ce niveau-là. On déploie la vignette mensuelle dans l'ouest du plateau. Donc, on pense qu'on va avoir des revenus aussi à ce niveau-là. La vignette journalière est de plus en plus connue. Donc, on pense qu'on va en vendre un peu plus. Et on va, pour la première fois en 8 ans, dégeler le tarif de la vignette mensuelle pour les voitures les plus polluantes ou émettrices de gaz à effet de serre. Et on va revenir en décembre au conseil d'arrondissement avec une proposition plus détaillée de ce que va être cette augmentation-là, en fait, ce dégel de tarifs pour les véhicules les plus polluants. Ce qui fait qu'au total, on pense qu'on va, avec tout ça additionné ensemble, qu'on va aller chercher environ 427 000. Et il manque encore de l'argent.
Il manque 722 000 qu'on va aller chercher dans nos surplus accumulés. On espère que ça va être la dernière fois qu'on va faire ça, parce qu'on ne peut pas tout le temps vivre sur nos surplus. Et on espère qu'à partir de l'an prochain, on aura pu à utiliser nos surplus. Continue. Encore des chiffres qui sont un peu la même information, mais présentés différemment. Donc, vous comprenez que sur le 2 millions de déficit, on en a une partie, on coupe nos dépenses, une partie, on augmente la taxe locale de 2 % et une partie, on augmente nos revenus locaux, puis une partie, on va chercher dans nos surplus accumulés. Là, vous voyez plus de détails, là, le transfert de la Ville-Centre. J'attire votre attention sur le total du budget, 55 904 000, qui est le budget 2019, 54 868, qui est le budget 2020. Malgré l'inflation, notre budget 2020 est plus petit que celui de 2019. Donc, on n'est pas dans une logique dépensière, on est vraiment dans une optique de contrôle des dépenses le maximum, mais on a des services à donner qu'il faut donner. Donc, on ne peut pas couper plus que ça. Donc, vous avez les grandes affectations par poste budgétaire. Puis, il y a une autre façon de voir ce qu'on fait avec votre argent, si on regarde l'autre découpage, qui est peut-être plus parlante pour les citoyens, là. Donc, vous pouvez voir là, pour chaque dollar dépensé, là, grosso modo, ce qui est fait avec le budget de l'arrondissement. Hein, parce qu'il y a aussi, évidemment, dans le plateau, il y a des dépenses qui sont faites par la Ville-Centre, qui ne sont pas faites par l'arrondissement. Là. Mais nous, voici, grosso modo, ce que ça fait. On dépense 8,6 sous. 8,6 % en fait, dans l'enlèvement de la neige, parc loisirs culture, réseau routier, etc. Tout ça est disponible sur notre site web. Hein? Donc, la présentation est disponible. Donc, si vous voulez aller avoir le détail, là, c'est déjà là. Donc, en résumé, ou les faits saillants, on est dans une situation où on a un budget sous pression, après 5 ans de coupure des transferts de la Ville-Centre pour 4 millions, je vous l'ai présenté plus tôt. On a un budget qui contrôle les dépenses, donc on baisse même le budget de 1,9 %. On a un budget qui limite la hausse de la taxe locale à l'inflation, 2 %. Et la taxe locale, juste pour que vous compreniez, sur votre compte de taxe, là, la taxe locale, c'est tout petit. Hein, c'est moins de 6 % de votre compte de taxe total. C'est un montant minime, mais pour nous, qui est quand même significatif. Un budget qui réduit le coût des terrasses pour les commerçants. Donc, on va renoncer à 100 000 $ de revenus pour donner du répit aux commerçants. C'était un engagement qu'on avait. On veut rapidement marquer qu'on veut collaborer et travailler en collaboration avec eux. Donc, on abaisse le taux de tarification. Si on avait gardé le même taux, hein, qui était de 8 % de la valeur, on aurait eu 100 000 $ de plus. On abaisse le taux à 6,5 % pour être sûr qu'il n'y a aucune, ou en tout cas dans 99 % des cas, les commerçants vont avoir soit un gel, soit une baisse de tarifs. Et on a un budget qui augmente la cible des revenus de source locale afin de maintenir notre niveau de service. Donc, on n'a pas le choix, il faut aller chercher un peu de revenus pour être capable de maintenir le niveau de service. La prochaine diapo, c'est le calendrier budgétaire. On est ce soir en conseil d'arrondissement. On va adopter le budget. Ensuite, on dépose la semaine prochaine au comité exécutif. La Ville adopte le budget dans son ensemble, puis ensuite le budget est adopté par le conseil d'agglomération le 25 novembre, puis le 1er janvier, on est en 2020. Donc ça va être la proposition officielle d'adoption qui va être faite, d'adopter les prévisions, transfert de la Ville-Centre, espace fiscal. Vous avez les chiffres devant vous, ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Et on est maintenant à la période de questions. Si vous le voulez bien, Oui, on va adopter l'ordre du jour avant. Parfait. Alors, l'article 10.02, adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du 4 novembre 2019 et portant sur le budget 2020 de l'arrondissement. OK, donc je propose, appuyé par Richard Ryan, d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du 4 novembre 2019 et portant sur le budget 2020 de l'arrondissement. L'article 10.03, période de questions et requêtes du public. Alors, j'invite les gens du public à s'avancer, ceux qui le désirent, pour poser les questions. Je vous rappelle que votre question ne doit porter exclusivement que sur la présentation du budget 2020 qui vous a été faite tout à l'heure. Budget.
Bonjour. Bonjour. Moi, en fait, j'avais une question par rapport à, je pense que c'est hygiène ou je sais pas quoi. Est-ce que ça rentre les problèmes avec l'eau? Est-ce que ça rentre là-dedans? Tu sais qu'il faut tout refaire, la grosse canalisation d'eau et tout ça? Non. Non, tout à fait. En fait, tous les gros travaux d'infrastructure liés au plomb, là, c'est votre question? Oui, non, ça, c'est vraiment des travaux d'infrastructure qui vont être essentiellement dans le budget de la ville. Donc, c'est pas dans notre budget de fonctionnement d'arrondissement. Puisque Marianne m'a invité, me voilà. Bonsoir, bravo, M. Rabouin. Bienvenue dans l'arrondissement. Je veux que ça soit concret pour moi, mon compte de taxe. La taxe relative aux services et aux investissements, pourriez-vous expliquer au commun des mortels le 2 d'augmentation? Qu'est-ce que ça fait là-dessus? En fait, c'est la partie dans votre compte de taxe qui est la taxe locale. Ce que vous avez l'air de pointer. C'est marqué arrondissement, mais il y a deux Ouais. taxes, il y a deux montants. Alors, lequel est visé ou est-ce que c'est global, les deux? J'additionne, puis je rajoute 2 à ça? Sur le montant total additionné? Comment les gens ils se retrouvent avec ça, là? Dont je fais partie. Bonsoir. Oui, allô? Donc, ce que j'avais nommé comme ligne, c'est ce qu'on appelle, nous, le PTI, donc le programme triennal d'investissement. Ouais. Et ça, il n'y a pas d'augmentation de 2 à ce niveau-là. C'est la taxe locale, la deuxième ligne que vous lisez. Aux investissements. Donc, c'est au niveau des pas les investissements. Les investissements, c'est le PTI. Ça, c'est le PTI, OK. Et l'autre taxe d'arrondissement, c'est cette taxe-là qui va être augmentée de 2 C'est parce que sur le compte, c'est marqué arrondissement. Ensuite, tu as deux lignes. Il y en a une, c'est taxe relative aux services, puis dessous, taxe relative aux investissements. Ouais, c'est la taxe relative aux services qui augmente de 2 OK, donc le montant qui est là que j'ai, moi, sur mon compte de taxe, là, fois 1,02. je fais ma petite règle de fois 2 Fois 1,02, exact. Donc, si par exemple, au hasard, c'était 400 qui est inscrit là, bien, ça va vous faire 8 piastres d'augmentation. D'accord. OK. C'est à peu près ça l'ordre de grandeur. Hein. C'est ça. On s'entend Parce sur que la c'est- moyenne. Là, ça va être autour de 10 par immeuble. OK. Donc, c'est avec ça là, que vous comblez le 200 000. C'est ça, il y a 60 000 portes sur le plateau. Hein, si on veut faire une règle OK. rapide, là, 3 piastres par porte, ça Parfait. fait 180 000. OK. Merci beaucoup. C'est ça. Ça, c'est le taux moyen que je vous donne, mais évidemment, il faut voir parce qu'il y a des maisons qui valent plus cher que d'autres, là, mais ça vous donne quand même un ordre de grandeur. C'est pas énorme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Donc, à ce moment-là... Oui, allez-y. Bonsoir. Vous parliez de surplus budgétaire dans lequel vous allez puiser. Ouais. Puis il y a quelque chose que je ne comprends pas, parce que vous avez du mal à équilibrer votre budget, puis vous nous parlez de surplus. Ouais. C'est quoi ces surplus-là? En fait, à chaque année, quand on fait le budget, on prévoit en fonction des revenus possibles. Puis c'est des chiffres qui sont validés par la Ville-Centre, puis on s'entend sur le budget. Il est possible que dans l'année, on ait des revenus supplémentaires, et à ce moment-là, ça génère des surplus. Au fil des années, d'ailleurs, il y a eu une année exceptionnelle là, que je ne me rappelle plus la cause parce qu'on me l'a expliqué. Je pense que c'est l'année des parcomètres. Transfert des parcomètres, il y a eu une année où ça nous a permis de générer presque d'un coup 2 points quelques millions en surplus qu'on a gardés. Donc, on a des surplus accumulés. Et là, cette année, on va aller piger dans ces surplus-là. Mais c'est possible que dans notre budget d'aujourd'hui, même si on fait les meilleures prévisions possibles, c'est possible, comme on veut être prudent, peut-être qu'en fin d'année, on fait 200 000 – 300 000 de surplus ou pas. Mais ces surplus-là, à ce moment-là, on peut les utiliser comme on veut. OK, mais dans tout ce que vous nous avez montré, ils ne sont pas affichés, les surplus. Est-ce qu'on connaît le montant des surplus? Non, bien, il n'y a pas de surplus parce que c'est le budget 2020. Donc, quand on fait le budget 2020, on le fait pour arriver à zéro. Mais si jamais il y a des surplus, on va pouvoir les utiliser. OK. S'il n'y en a pas, si on est, ce qui est à peu près impossible dans un budget là, d'être 100% exact, si on est 100% exact, on va aller chercher 700 000 dans nos surplus accumulés. J'ai Pour boucler l'année. Il y en avait des surplus déjà que vous alliez chercher. Exactement. On a des surplus accumulés d'environ 3 millions là, C'était ça, en ce moment qui nous couvrent en cas d'imprévu ou de dépenses exceptionnelles. Sur un budget de 55 millions, c'est pas beaucoup, OK, je comprends. mais on a ça en banque. OK, merci pour votre réponse.
OK. Donc, Alors, il n'y a pas d'autres questions. Nous allons poursuivre, si vous le permettez bien, Monsieur le maire, avec l'ordre du jour, l'article 10.04, période de questions des membres du Conseil. Est-ce que les membres du Conseil ont des questions? Non. Je vous remercie. L'article 30.01, adoption des prévisions budgétaires de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal pour l'exercice 2020. Donc, je propose, appuyé par Alex Norris, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 70.01, levé de la séance. Je propose, appuyé par Marie? Marie Plourde, de lever la séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement du 4 novembre. Alors, il est 19h45. Est-ce que nous reprenons immédiatement la séance ordinaire? Vous voulez une pause? Non? On reprend immédiatement. Oh, c'est bon. OK. Alors, nous reprenons. Nous avions complété le mot des élus. Est-ce qu'il y a d'autres élus qui veulent rajouter au mot des élus? Alors, nous poursuivons donc à l'article 10.02. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 4 novembre 2019. Donc, je propose, appuyé par Marianne Giguère, d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 4 novembre 2019. Adopter l'article 10.03, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement tenue le 7 octobre 2019. Est-ce que je peux proposer ça, moi, compte tenu que j'y étais pas? Ou ça peut être deux conseillers, pas d'importance? OK. Donc, je le propose, appuyé par Josefina Blanco. Donc, la proposition est adoptée.